À l'hémicycle, 3 membres du gouvernement ont répondu à une question orale débat sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Koulfou, une localité de la province du Lac, est attaquée hier par les éléments de la secte Boko Haram. Ce matin, le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur le site pour s'enquérir de la situation et galvaniser les soldats. Imran Ahmad Suleiman, nouveau membre de la CENI, a prêté serment ce matin. Cette prestation de serment marque son entrée en fonction au sein de l'institution. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais, au Palais de la démocratie, 3 membres du gouvernement ont répondu à une question orale avec débat adressé par le député Saleh Kebzabo sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il s'agit du ministre de la Santé publique, de l'Agriculture et celui de la Défense. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Les précisions avec Toba Robert. L'interpellation des membres du gouvernement sur la gestion de la pandémie de coronavirus a pris l'allure d'un procès devant la représentation nationale. Les chefs de département se sont évertués à fournir des éléments de réponse aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple. Il s'agit entre autres des questions relatives à la contribution financière des partenaires, le recrutement de 1632 agents de santé. Les questions liées à la persistance de la maladie et la mise en application des mesures édictées par le gouvernement n'ont pas été occultées par l'auteur de la question. Les aides du peuple s'attaquent en outre à l'incivisme caractérisé de certains de nos compatriotes. Il y a un relâchement total au sein de nos populations. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Nous ici, le simple fait d'arrêter quelqu'un lui exiger son masque devient un problème. Et alors, pourquoi s'étonner donc qui est relâché? Mais oui, le ministre de la Défense l'a dit. Alors, si l'inquiétude doit être l'élément dynamique pour nous permettre de maintenir la pression, la recrudescence du virus dans les pays, surtout en Europe, devrait nous donner cette occasion d'être toujours sur nos gardes. Les élus du peuple ont également mis l'accent sur le plan d'urgence pour répondre aux besoins des populations victimes des inondations. L'épineuse question des conflits agricoles et éleveurs n'a pas été occultée par les élus du peuple. Les membres du gouvernement ont vivement décrié l'incivisme caractérisé par certains de nos compatriotes qui ne respectent pas les mesures barrières édictées par le gouvernement. Au pire des cas, le gouvernement sera obligé de procéder au confinement. Répondant aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale de soutenir que cette persistance est liée au non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le port de masque est violé par certains de nos compatriotes. Abdoulaye Sabour Fadoul invite à cet effet la population au respect des différentes mesures. Le coronavirus n'a pas de traitement pour le moment. Donc, pendant ce temps, il faut de la constance, il faut de la cohérence, il faut de la sérénité pour essayer de vaincre la Covid-19. Pour le ministre de la Défense, le port de masque doit être un devoir pour nos compatriotes. Il exhorte en outre les transporteurs au respect des nombres de passagers dans les transports interurbains. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de gens ont des masques dans leur poche, mais quand ils viennent, ils s'approchent de ronds-points ou de force de sécurité, ils enlèvent, ils les mettent, c'est seulement pour dépasser les barrières. Le masque, ce n'est pas un droit, ni un devoir seulement vis-à-vis de l'État. C'est comme les chaussures. Tout le monde a des chaussures, même un fou a des chaussures. Nous pensons que le masque devient quelque chose obligatoire, naturel, et c'est plus moins cher que les chaussures. Le gouvernement a certes pris des mesures visant à protéger la population contre la propagation de cette maladie, mais malheureusement ces mesures ont eu des répercussions sur les activités agricoles. C'est ainsi que pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement a élaboré un plan d'action d'urgence au profit des couches vulnérables. L'État a mobilisé 5 milliards de francs CFA qui ont permis d'acquérir 10 500 tonnes
de céréales. La Banque islamique de développement BID a également mobilisé 9 milliards 180 millions de francs CFA pour acquérir 3123 tonnes de céréales, 103 931 bidons d'huile de 20 litres, 7 784 tonnes de nébé, 5 769 tonnes de riz. Une partie de ces vivres a été livrée et le reste est en cours de livraison. Au pire d'arriver au confinement, le président de l'Assemblée nationale invite la population au respect des mesures barrières. Les membres du gouvernement sont appelés à fournir régulièrement des informations liées à la crise sanitaire. Il vous souviendra qu'hier jeudi, le Tchad et la société française Caire International ont signé un protocole d'accord sur l'achat d'électricité d'origine solaire. L'importance de ce protocole d'accord a retenu l'attention de notre rédaction. Amathia Abbas revient sur la portée du dit protocole. Pays ensoleillé, de par sa situation géographique, est situé en plein cœur de l'Afrique. Le Tchad dispose d'immenses potentialités naturelles, au nombre desquelles l'énergie solaire. L'exploitation de cette énergie pourra répondre favorablement aux besoins énergétiques croissants de la population. Une population souvent confrontée aux problèmes récurrents de délestage intempestif d'électricité. C'est fort de ces potentialités dont dispose le Tchad que les plus hautes autorités du pays, au premier rang le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, font de la question d'accès à l'électricité une priorité des priorités. La signature du protocole d'accord portant sur l'achat d'électricité pour une période de 20 ans avec la société française Caire International, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, revêt un intérêt capital pour le pays, car il prévoit la construction d'une centrale solaire d'une capacité de production de 30 MW pour desservir la ville de N'Djamena, grâce aux panneaux solaires qui seront installés sur une superficie de 100 hectares. À cette centrale s'ajoute la construction d'une ligne aérienne de transport à double circuit d'une longueur de 18 km et de transformateurs de 33 kV avec la sous-tension de l'Amadi et la centrale Legacy. Il s'agit d'un projet d'envergure qui, dans un proche avenir, favorisera la création d'emplois aux jeunes et d'autres bras valides, mais aussi et surtout la réduction du prix des kilowatts qui sera à la portée de toutes les bourses. C'est important pour nous d'augmenter notre capacité énergétique, mais que cette énergie soit fiable et abordable pour la population tchadienne. C'est au vu de ces orientations du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qu'il y a eu ces échanges, ces négociations, et nous sommes arrivés à une réduction du prix du kilowatt-heure initial qui était à 76 francs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 65 francs le kilowatt-heure. Ce protocole d'accord conclu avec la société française Caire International sera une grande opportunité en ce sens que le Tchad disposera de son énergie propre, disponible et de façon permanente. Surtout que les atouts existent avec la disponibilité des rayons solaires et des potentialités éoliennes avec le vent qui souffle sur les 4 coins du pays. Des éléments très essentiels à la production des énergies propres, une lueur d'espoir se dessine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoang Mohamed Ndonga, a rencontré hier dans l'après-midi au CEFOD les présidents des fédérations et associations sportives. Il s'agit d'une réunion de prise de contact. Les précisions avec Innocent Kilayou. C'est une traditionnelle rencontre qui se passe souvent entre un nouveau ministre en charge des sports et les représentants des fédérations et associations sportives. Cette fois-ci, cette rencontre a eu un retard de 2 mois environ après la nomination de Routoang Mohamed Ndonga Christian à la tête du département des sports, avec la rencontre qui a mobilisé 34 représentants des fédérations et associations sportives. Le Tchad, à l'instar de plusieurs pays africains, fait face à de nombreux défis qui rendent son sport moins performant. Ces défis sont entre autres l'insuffisance des infrastructures sportives, la non-exécution des textes d'application, le manque de circuits de compétition, la prise en charge des sportifs, notamment le sponsoring,
C'est ainsi que le ministère en charge des sports entend s'appuyer sur ces partenaires que vous êtes, afin de mettre en place une stratégie de redynamisation du sport tchadien et lui donner un nouveau départ. Dans son plan quadriennal présenté à l'assistance, le ministre en charge des sports a donné des pistes de solutions, surtout pour le financement des championnats nationaux. Nous précisons, pour des raisons d'obligation de résultats et de partenariats efficaces gagnant-gagnant avec les fédérations nationales sportives, qu'à partir de 2021, les conventions d'objectifs sont signées individuellement sur 2 ou 4 ans, selon les disciplines sportives, en fonction de leurs capacités techniques et compétitives, à nous assurer et garantir une qualification aux championnats continentaux, mondiaux et aux Jeux olympiques. Souvent confronté aux problèmes de financement des championnats nationaux, le président de la Fédération tchadienne de football association soutient la démarche du département des sports. La réaction du président de la Fédération tchadienne de football association est restée la seule dans cette rencontre de prise de contact du ministre de la Jeunesse et des Sports avec les présidents des fédérations et associations sportives, ce qui laisse présager une autre rencontre d'échange. Nommé par décret 1890 du 14 septembre 2020, le nouveau membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Imran Ahmad Suleiman, a prêté serment devant la Cour suprême. Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction du nouveau membre au sein de la CENI. C'est le président de cette Cour, Amir Adam Anour, qui a présidé l'audience solennelle. Par cette prestation de serment devant les membres de la Cour suprême, Imran Ahmad Suleiman regagne officiellement l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante en remplacement de Abdoulaye Saleh Tojibal, décédé. Dans son réquisitoire, le procureur général de cette haute instance judiciaire a situé le récipiendaire sur la délicatesse de sa mission. Vous devez remplir votre mission avec efficacité et afficher une réelle neutralité en excluant de votre champ d'action toute considération négative d'où qu'elle vient. De ce fait, votre mission est exaltante et peut efficacement contribuer à l'édification de la démocratie largement ancrée dans notre pays. Mais elle est également délicate en cette phase, en ce que vous serez très souvent confronté à toutes sortes de difficultés liées à cet exercice. Donnant acte aux réquisitions du procureur général, le premier président de la Cour suprême, Samir Adam Anour, renvoie Imran Ahmad Suleiman à l'exercice de ses fonctions. Le nouveau gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est, Hassan Saline, a été installé hier dans ses nouvelles fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire. Les précisions avec Doba Djonsala. Je le disais, le nouveau gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est, Hassan Saline, a été installé hier dans ses nouvelles fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire. Les précisions avec Doba Djonsala. Au cours de cet atelier, il sera élaboré un plan d'action opérationnel local pour la capitalisation des acquis de la participation des jeunes aux instances de prise de décision sur la prévention et la gestion des conflits dans les départements de Niapende et du Barsara. Selon le représentant par intérim de l'antenne UNESCO au Tchad, Yamba Telnodi Delodi, il est impératif de doter les zones d'intervention du projet d'un plan d'action opérationnel pour sauvegarder les acquis du projet. Pour le directeur général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, la mise en œuvre du projet en question s'inscrit dans le cadre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. La jeunesse tchadienne, faut-il le rappeler, est estimée à plus de 60% de la population générale. Ce qui explique l'importance de la place des jeunes dans les instances de la prise de décision, dont notre maréchal Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix
à la jeunesse et aux femmes. Le projet de renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans le mécanisme de présentation et de gestion des conflits au niveau communautaire vise à engager un dialogue constructif entre les générations de manière perpétuelle, à intégrer toutes les couches dans les instances de prise de décision. Vous l'avez constaté, c'était plutôt les travaux de l'atelier d'élaboration du projet de renforcement de la participation des jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits communautaires. Reportage signé Falambi Soulgo. Les membres du comité de pilotage du projet promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC tiennent depuis ce matin à travers une visioconférence leur troisième réunion. La réunion permettra aux participants d'étudier et aussi d'évaluer l'impact de la COVID-19 sur la pêche et l'aquaculture. C'est le directeur des pêches qui a ouvert les travaux. Marale Josephine. Les raisons fondamentales ayant motivé la tenue de cette troisième réunion du comité de pilotage du projet promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC se situent à divers niveaux. De prime abord, il est question pour les experts d'évaluer les activités de démarrage du dit projet, de reconsidérer l'implication des États membres de la zone CEMAC et surtout de faire un état de lieu de l'impact de la COVID-19 sur les activités liées à la pêche et à l'aquaculture dans les pays concernés. Le directeur des pêches, de l'aquaculture et des industries animales, Membangui Irénée, représentant le ministre camerounais de l'élevage, de la pêche et des industries animales, plaide pour le dynamisme de la zone CEMAC. Le secrétaire exécutif de la CBVIRA demande aux parties prenantes de se conformer aux exigences de la CEMAC. Dans un contexte de crise économique et sanitaire, la commission de la CEMAC nous invite à conforter la visibilité du projet par l'adhésion des ministres sectoriels des États membres qui indiqueraient dès lors les modalités de mise en œuvre au rang desquelles son financement. Le secrétaire exécutif de la CBVIRA, Pedro Baïmé Ayengono, relève que d'importantes activités ont été réalisées malgré la crise sanitaire causée par la COVID-19. Il s'agit entre autres des études socio-économiques et juridiques, de l'identification des activités prioritaires pour les pêcheurs et l'aquaculteurs dans chaque État membre de la CEMAC. Et puis se communiquer avant de poursuivre cette édition suite au coup de force perpétré le 17 septembre 2020 à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de N'Djamena par un groupe d'individus. Le bureau du syndicat autonome des magistrats du Tchad Siamat réuni en urgence décide de ce qui suit. 1. Condamne avec la dernière énergie cette attaque contre le pouvoir judiciaire. 2. Exige du gouvernement le renforcement de sécurité des magistrats sur l'ensemble du territoire national. 3. Rappelle que l'indépendance des magistrats consacrée par la Constitution du 4 mai 2018 est inviolable. 4. Se félicite de l'arrestation des auteurs et complices, que la rigueur de la loi s'applique dans toute sa plénitude. N'Djamena, 17 septembre 2020, le président Taouka Bruno. Dans le même registre, la CNDH tient à condamner avec vigueur et la dernière énergie l'acte posé par le colonel Abdoulaye Ahmad et des complices suite à la condamnation de celui-ci pour son implication dans les incidents du marché Champ de Fil. En effet, le colonel mécontent et contrarié par la décision de justice prononcée à son encontre, c'est fut grâce à des complices sous les regards impuissants des gendarmes de faction ce jour-là. Fort heureusement, les forces de défense et de sécurité ont vite fait de traquer et de ramener les fuyards. Afin que ce genre d'incident, pour le moins inacceptable dans un état de droit digne de ce nom, ne se reproduise plus, la CNDH demande aux autorités judiciaires de prendre leurs responsabilités pour que le droit soit appliqué dans toute sa rigueur
concernant ces cas d'évasion et de complicité d'évasion, de sorte que les individus en question soient immédiatement traduits devant la justice et répondent de leurs actes. La CNDH exhorte par ailleurs les autorités à renforcer les dispositifs sécuritaires du palais de justice et de veiller à la sécurité des magistrats et autres hommes de loi. Le président Dida Oumar Mahamat. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, les États-Unis d'Amérique ont fait un don au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. La chargée d'affaires des ambassades des États-Unis d'Amérique au Tchad, Jessica David, qui a remis le don au directeur général du ministère de la Santé publique, Ismaël Bar Pacha. Reportage Mariam Hassan Hissène. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don de 60 lits d'hôpitaux au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Des lits destinés aux hôpitaux des provinces de Wadi Fira, du Kanem et du Logone occidental. Ces lits d'hôpitaux étaient destinés à soutenir les citoyens tchadiens et à apporter du réconfort à ceux qui souffrent de ce virus mortel. Et ce don est un symbole de partenariat entre les États-Unis et le Tchad. Et nous poursuivons notre aide accrue à la lutte contre le Covid-19. Ce geste vient appuyer le niveau opérationnel du système de la santé publique en donnant les moyens nécessaires au personnel de la santé afin d'assurer la continuité des services de santé dans les provinces bénéficiaires. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour témoigner la reconnaissance du département de la santé publique et de la solidarité nationale pour cet appui important pendant ces moments difficiles. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier vivement le gouvernement des États-Unis et le peuple américain pour leur appui constant. La remise de ce don s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Tchad visant à contribuer à l'offre de services de santé équitables et durables à la population tchadienne. Lutte contre le coronavirus, le respect des gestes barrières reste un moyen efficace pour casser la chaîne de contamination. À cet effet, notre reporter Varey Ladié a accordé une interview hier au coordonnateur national adjoint du comité national de riposte sanitaire, Dr Alarangar Yokoide. Suivez. Les gestes barrières sont très importants. Vous savez, le plus souvent quand on est devant une situation d'épidémie, tout de suite on pense au vaccin. Mais pour la COVID-19, étant donné que pour le moment nous n'avons pas encore un vaccin sous la main, et nous avons au moins un moyen efficace qui est sous la main. Vous savez, quand cette pandémie a commencé, dans la plupart des pays où les mesures barrières ont été strictement appliquées, ces pays-là ont réussi à contrôler un tant soit peu la situation. Mais quand les gens ont commencé à relâcher les mesures barrières, les gens ne portaient pas de masque, les gens ne gardaient pas de distanciation physique, les gens ne se lavaient pas régulièrement les mains. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la maladie est en train de repartir. De toutes les façons, les gestes barrières dans ces pays qui les ont bien appliqués, on a vu l'efficacité de ces moyens de lutte. Je le disais en titre, la localité de Koulfoua dans la province du Lac est attaquée hier par les éléments de la secte Boko Haram. Ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, accompagné de quelques autorités militaires, a fait le déplacement de cette localité pour s'enquérir de la situation et galvaniser en même temps les soldats qui ont pu maîtriser la situation. Idriss Oumar Idriss. Koulfoua, une île qui matérialise les frontières entre le Tchad et le Cameroun, est victime d'une invasion terroriste de la secte Boko Haram. Ces éléments criminels ont attaqué des ferries pour emporter Manu Militari,
les biens des paisibles citoyens. Mais les éléments des forces de défense et de sécurité ont contrecarré cette attaque pour récupérer ces biens. Pour encourager cette manœuvre, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Abakar Abdelkarim Daoud, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre, Mohamed Suleiman, et du commandant de la force multinationale mixte, Bekhid Digim, a atterri à Koulfoua. Il reçoit tous les honneurs et convoque séance tenante une réunion pour s'enquérir davantage de la situation sécuritaire dans cette île. Tous les commandants des unités, les chefs de section ont chacun dans leur rôle présenté au chef d'état-major général des armées leur rapport relatif à la situation d'attaque. Le chef d'état-major général des armées, après avoir recueilli toutes les doléances, a demandé aux soldats d'être vigilants et d'intensifier les patrouilles afin de sécuriser la zone. Dans cette manœuvre de contre-attaque, les éléments des forces de défense et de sécurité ont récupéré 8 pirogues appartenant à la population locale. Le général Abakar Abdelkarim Daoud a instruit au commandant-chef d'opération dans cette zone de restituer ces butins aux propriétaires et de poursuivre les opérations pour protéger les personnes et leurs biens. Le coordonnateur du réseau des parlementaires pour la population et le développement, Issa Mardo Djabir, a séjourné à Mangalmé. Il a mis à profit son séjour pour échanger avec les responsables des ONG et partenaires au développement implantés dans cette partie du pays. On fait le point de cette réunion avec Kalianga Voutna. À Mangalmé, le député Issa Mardo Djabir a eu à visiter les organisations non gouvernementales implantées dans ce département. Cette descente, qui a commencé par les sites et antennes de quelques ONG, a permis à l'élu de toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées ces organisations. Aussitôt après cette visite constat, le député Issa Mardo Djabir a initié une réunion pour échanger avec les acteurs de développement intervenant à Mangalmé. Ces échanges ont porté essentiellement sur la présentation, les réalisations, les difficultés et les perspectives des projets et programmes. Avant de boucler sa mission, le coordonnateur du réseau des parlementaires pour la population et le développement a visité quelques champs pilotes. Après avoir écouté les explications techniques des agents agricoles, le parlementaire a insisté sur la pérennisation des acquis de cet investissement. Issa Mardo Djabir est allé encourager ensuite le promoteur d'une palmarès. Cette nouvelle culture qui vient d'être introduite dans la zone de Mangalmé qui porte déjà ses fruits. L'ONG Al-Nada a fait un don de vivres à la population sinistrée de la commune du 8e arrondissement de la capitale. Les précisions avec Vareladi. Face aux conditions de vie difficiles des victimes des inondations, la présidente de l'association Al-Nahada pour l'aide et la sensibilisation des éleveurs, Shona Idriss Déby Itno, une organisation humanitaire, fait parler son cœur. Elle vole au secours des sinistrés du quartier Ndjari dans la commune du 8e arrondissement en leur offrant un don composé des pâtes alimentaires, du sucre, des savons et des masques de protection contre la pandémie de Covid-19. Cela n'est pas quand même la première et la dernière. Nous comptons également faire d'autres actions dans ce genre-là. Dorénavant, on va donner également autre chose. C'est-à-dire les gens qui ont des maisons carrément écroulées, peut-être qu'on va les aider avec peut-être des matériaux de construction et autres. Le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatima Yaya Abdoulaye, au nom des bénéficiaires, salue ce geste caritatif de l'ONG Al-Nahada, à travers elle, sa présidente fondatrice, Shona Idriss Déby Itno, en faveur de la population de sa circonscription. Et puis l'association des anciens lauréats tchadiens et amis du Maroc organise ce matin par visioconférence une conférence de presse relative à la tenue d'un forum digital qui se tient aujourd'hui 18 au 21 septembre à Rabat à travers une coopération universitaire. L'objectif de ce forum est d'identifier les problèmes et défis de l'enseignement supérieur en vue de proposer des pistes de solutions. 30 pays africains au total prennent part à ce forum. Abdelaziz Omar Assabala.
Ce forum digital qui se tient du 18 au 21 septembre 2020 à Rabat regroupe 30 pays africains autour du Maroc à travers une coopération universitaire. Et ce, en vue d'identifier les problèmes et défis de l'enseignement supérieur. Après une brève explication de l'importance du dit forum par le président de l'association des anciens lauréats tchadiens et amis du Maroc, Ibrahim Moussé Youssouf, place à la conférence de presse. En nous unissant entre universités africaines, je pense que nous allons pouvoir répondre efficacement aux questions existentielles, aux questions auxquelles sont confrontés les jeunes africains. À ce forum, dont le Tchad est représenté par l'université d'Njamena et l'université virtuelle, les participants auront à débattre et proposer des pistes de solutions aux maux qui minent l'enseignement supérieur. Sachez également que l'association House of Africa s'insurge contre les prestations de services des opérateurs de téléphonie mobile Airtel et Tigo. À travers un point de presse, Abakar Ahmad, président du groupe de travail sur le droit des consommateurs, appelle les deux téléphonies à respecter les droits des consommateurs. Suivez. Nous sommes conscients des calvaires qui vivent les consommateurs tchadiens de la téléphonie mobile. Et il est de constat amer qu'aujourd'hui les abonnés des deux grands opérateurs de téléphonie mobile du Tchad, à savoir Tigo et Airtel, payent pour souffrir. Cette souffrance dure depuis des lustres. Ces services, plus que médiocres, sont facturés à prix d'or qu'en principe qu'ils ne les méritent même pas. Et ainsi, le coût moyen d'un gigaoctet de data est foudroyant et place le Tchad à la 221e place mondiale. Nous, organisation panafricaine House of Africa, à travers notre groupe de travail de défense des droits des consommateurs, disons aux opérateurs de téléphonie mobile, Tigo et Airtel, que le calvaire a assez duré, qu'il est temps pour les consommateurs tchadiens d'être considérés comme les clients au même titre que les clients qui les chérissent dans les autres pays. À cet effet, nous exigeons aux deux opérateurs de téléphonie mobile de baisser le prix de diverses offres, à savoir le coût de l'Internet, des appels, des SMS et de revoir la durabilité des services. La province du Maïkébi-Est a un nouveau gouverneur. Le nouveau gouverneur a été installé dans ses fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Doba Djansala. En vertu des pouvoirs, s'il vous plaît, qui me sont conférés, je vous installe officiellement gouverneur de la province du Maïkébi-Ouest et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. La province du Maïkébi-Ouest change de gouverneur. Il s'agit de Hassan Salim qui remplace à ce poste Adoumforti Amadou après 15 mois aux commandes de la dite province. Selon le secrétaire général du Maïkébi-Ouest, Yacoub Barka, représentant le gouverneur sortant, des efforts ont été fournis sur le plan sanitaire, économique et sécuritaire. Mais beaucoup reste à faire. Après avoir remercié le gouverneur sortant, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes interpelle le nouveau gouverneur à asseoir l'autorité de l'État dans cette province. Monsieur le gouverneur, vous êtes dépositaire des pouvoirs de la République dans votre province. Le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Maïkébi-Ouest vous incombe désormais. À cet effet, toutes les forces de défense et de sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent tous de votre autorité. Ainsi, votre première action va consister à mettre hors d'état de nuire les bandits de grand chemin et surtout les kidnappeurs des personnes contre rançon
très développé dans votre province. Après avoir pris le bâton de commandement de la province du Maïkibu-Ouest et connaissant bien la dite province, Hassan Salim sollicite la collaboration de tous pour la réussite de sa mission. Et le vrai problème ici, c'est les enlèvements d'enfants. Parce qu'entre-temps, c'était les enlèvements d'enfants. Maintenant, on apprend que c'est même des enlèvements d'hommes et de femmes. Donc la situation, au lieu qu'elle redresse, qu'elle régresse, elle est en train de se développer négativement. Ça, c'est un fait vraiment que nous ne pouvons pas du tout accepter. Le second problème, c'est aussi la Covid-19. Il va y avoir une lutte sans merci pour le respect des mesures du gouvernement. Hassan Salim revient pour la deuxième fois comme gouverneur de la province du Maïkibu-Ouest. Il connaît certes les défis qui l'attendent sur le terrain. La protection de l'environnement nécessite la participation de tous. C'est dans cette optique que la CNDH félicite le gouvernement pour la semaine de l'arbre. Nouba Dembaïta Lomadieu revient en papier. Le Tchad, pays sahélien, menacé par la désertification, a souscrit à plusieurs conventions internationales en matière de protection de l'environnement. Un souci souvent rappelé par les plus hautes autorités du pays. Pour gagner le pari, une synergie d'action s'impose. C'est pourquoi, à l'occasion de la Semaine nationale de l'arbre, les organisations de protection des droits de l'homme et les ONG partenaires de l'État soutiennent fermement la politique du gouvernement visant à reconstituer et sauvegarder l'écosystème fragile. Nous, au niveau de la CNDH, nous sommes en train de réfléchir, comme je l'ai dit, pour mettre en place des arsenals juridiques pour pouvoir résoudre toutes ces difficultés. Il faut souligner que parler de la protection de l'arbre, c'est parler de la protection de l'homme. Pour nous, la protection de l'environnement est quelque chose de très important. Il faut un arsenal juridique qui puisse permettre aux magistrats de frapper quand il y a des dégâts dans ce domaine-là. Les arbres constituent des brise-vents et maintiennent les sols dégradés et participent à la lutte contre l'érosion. Ils garantissent le cadre de vie de l'homme. Qu'ils arrêtent de couper les arbres. Parce qu'à l'époque, quand on utilisait les arbres, c'est parce qu'on avait des problèmes de sources d'énergie. Bon, maintenant, le problème de sources d'énergie est réglé par les gaz. Et je pense que même le gaz est beaucoup plus économique par rapport même au charbon. Sur le plan climatique, les arbres atténuent certaines variations de la température. De toutes les interventions, l'on retiendra que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Le rôle joué par la société civile est déterminant. En sport, la première édition du championnat national U15 a pris fin le 13 août dernier. Organisée par la Fédération tchadienne de football association, 22 jeunes ont été dénichés pour suivre une formation. Je vous propose de suivre le bilan fait par le président du comité directeur de cette organisation. Le bilan de ce parcours, je dirais déjà que c'est un bilan positif, très positif, parce que nous avons comme objectif la recherche des talents des jeunes Tchadiens âgés de moins de 15 ans pour pouvoir mettre les bases de notre football pour des élites pour une compétition de haut niveau. Donc c'est dans ce cadre que nous avons travaillé et je pense que l'objectif que nous cherchons, nous l'avons atteint. C'est une exigence, sinon un parcours incontournable pour le football moderne exigé par nos autres instances, la FIFA et la CAF. Et si nous voulons être dans la cour des grands, il nous faut commencer à construire la base de notre football pour pouvoir avoir des joueurs d'élite pour des compétitions de haut niveau. Le championnat s'est joué en deux phases. Donc la phase aller, on a laissé faire pour voir toutes les équipes allier leurs éléments. Et quand on s'est rendu compte qu'il y a des équipes qui ont allié des gaillards, on a éliminé ces gaillards à la phase retour. Les matchs étaient palpitants, de haut niveau. Les jeunes âgés de cette tranche d'âge qui se sont retrouvés entre eux nous ont livré des matchs beaux à voir, plaisants.
Voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 18 septembre. 893 échantillons analysés, 32 cas confirmés, 30 au Mayo-Kébi-Est, contact des cas précédents, 1 dans la Tangilé, province nouvellement touchée, et 1 en Djamena. 4 guéris, portant le total à 966, 0 décès, total de décès 81, 100 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1147, dont 279 femmes reparties dans 16 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres. Soyez surtout prudents. Bonsoir.